Jean-Pierre. Gilles est en ligne, donc je vais vous passer le relais pour faire Très bien. l'interview de Gilles Babinet qui normalement va apparaître à l'écran. Merci Jean-Pierre, vous pouvez vous applaudir déjà. Merci. Merci. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour. Je chauffais la salle. Ouais, bravo, j'ai vu, tu as fait ça avec l'excellence qui te caractérise. Écoute, merci, on est content de t'avoir. Je pense que on est cet après-midi avec des décideurs informatiques, on va tous réfléchir sur l'avenir de l'intelligence artificielle et de son usage opérationnel dans les entreprises. Comment exploiter le potentiel cognitif que représentent nos data pour changer la manière dont on envisage le fonctionnement du système d'information et par là même les processus, les produits et la manière de vivre en société. Et dans ton livre, tu montres que les sources de l'Internet, c'est quand même une vraie désobéissance, une disruption dans la manière de percevoir le monde normatif du traitement de l'information. Écoute, je te remercie de pointer cet aspect-là qui m'est effectivement cher, mais l'autre jour j'étais dans un débat et quelqu'un évoquait la notion de punkitude. Le fait de finalement avoir des comportements qui sont unorthodoxes, je pense que c'est effectivement tout à fait essentiel. On est face à une rupture qu'il faut qualifier d'anthropologique, c'est-à-dire que il n'est pas exclu que cette technologie soit supérieure à toute autre que l'humanité a inventée jusqu'à présent. Je ne dis pas que c'est certain, parce que je ne m'y risquerai pas, et puis que les désillusions sont encore largement possibles, d'après ce que j'entends. Mais le potentiel est là. Et d'ailleurs, j'observe qu'aux États-Unis, on pensait que le monde du capital risque ferait une très bonne année, et il en fait une excellente du fait de l'intelligence artificielle. Et il le fait en particulier parce que il investit dans tout un tas de startups qui ne sont pas des modèles fondationnels, mais qui sont des modèles qui découlent de ces modèles fondationnels qui sont applicatifs. Donc là, on est dans un contexte qui est plus le monde que l'on connaît, où on réplique des fonctions que l'on connaît, etc. Mais la réalité, je pense que c'est très juste que ce soit ta première question, c'est qu'on passe d'un système qui est en silo, qui a caractérisé le système productif au travers des 2 siècles derniers, à un système en plateforme qui est transversal. Et on n'est pas du tout à l'aise par rapport à ça parce que on n'a pas été éduqué pour faire fonctionner ces systèmes-là. Et néanmoins, on voit bien que la data, elle est transversale, elle traverse les silos. Son efficacité provient de sa capacité justement à enjamber ces silos et à simplifier des choses sur lesquelles il y a des ruptures de charge, des frottements qui sont aujourd'hui significatifs. Je crois que tu as parfaitement raison. Nos organisations sont silotées. Elles ont été conçues comme ça, dans un souci de productivité et d'efficacité. Mais historiquement, nos organisations viennent du monde de la main-d'œuvre, c'est-à-dire qu'on cherchait à endiguer l'énergie musculaire de grandes organisations en créant des normes, des process, des règles. Il y avait les RH, il y avait les finances, etc. Or, nous sommes passés subrepticement, grâce au numérique, nous sommes passés à l'ère du cerveau d'œuvre. Et le cerveau d'œuvre, il fonctionne de façon radicalement différente. Est-ce qu'on n'est pas justement en train de trouver, avec le machine learning, avec le deep learning, qui utilise l'analogie neuronale, une nouvelle dimension systémique de la pensée organisationnelle qu'on n'avait pas pu explorer jusqu'alors? Moi, je le pense, mais je pense que la discipline académique est encore très faible sur ce sujet. C'est-à-dire que la technologie devance largement les modèles organisationnels et certains doutent même qu'il faille remettre en cause ces systèmes organisationnels. Dès qu'on commence à travailler sur des organisations qui embarquent de l'intelligence artificielle, on se rend compte que pour que ça fonctionne bien, il faut refondre les processus de production de façon très étendue. Et que les gens qui maîtrisent finalement la valeur, qui ont le pouvoir au sein de ces organisations, sont les gens qui ont la capacité de voir la transversalité du processus. D'ailleurs, un exemple que tout le monde connaît, je pense que c'est les hyperscalers, les métaplateformes. Ils sont en surtraitance sur tout un tas d'acteurs. Si je prends par exemple le monde de l'hôtellerie, ben, la marge de Booking, Airbnb, Expedia,
Je crois qu'elle est supérieure à celle des 10 plus grands hôtels mondiaux. Absolument. Ce qui montre bien qu'ils sont extraits la valeur parce qu'ils sont capables de traiter une complexité que ces acteurs ne sont pas capables de traiter, qui est toute celle de la CRM, entre guillemets, tout ce qui est la présentation des biens, les transactions de paiement, la fidélisation, les cartes de fidélisation, etc. Ils ont extrait cette valeur et les hôteliers ne la reverront pas. Il y a un nouvel équilibre qui s'est organisé, tout comme les maisons de disques se sont fait extraire leur valeur par les Spotify et consorts. On pourra trouver de très nombreux exemples à cet égard. Mais cette phase est intermédiaire dans la mesure où il y a encore beaucoup de ruptures de charge. Je ne peux pas dire aujourd'hui à Booking, écoute, je voudrais partir en vacances, trouve-moi les dates optimales, réserve les avions, les trains, fais en sorte que pour les enfants il y ait des animations, etc. C'est impossible. C'est pourtant la promesse de l'intelligence artificielle. Et évidemment, en délivrant ça, elle va être capable de créer un surcroît de valeur et de capter une valeur qui appartient à d'autres acteurs aujourd'hui de façon assez significative. Mais je pense qu'effectivement, notre lecture du monde, très compartimentée, avec des entreprises spécialisées, a fait oublier que, au fond, la seule chose qui compte, c'est le citoyen et le consommateur. Je pourrais dire aussi le patient, si on parle de santé. Mais toute la technologie du monde n'a d'autre objectif que d'améliorer les conditions de vie, de travail, d'intelligence et de création. Or, on a le sentiment que, venant d'une époque de rareté, 18e, 19e siècle, notre pensée managériale et organisationnelle est une pensée malthusienne. Donc, on a peur de ce qui supprime du travail. N'as-tu pas le sentiment que, justement, en ouvrant largement les vannes de la créativité, de l'intelligence collective et de la réinvention de la liberté individuelle, parce qu'au fond c'est bien ça, l'intelligence artificielle n'est pas en train de constituer les prémices d'un nouveau contrat social? Alors, étant de nature assez optimiste, j'aurais tendance à abonder dans ton sens. Et j'essaie de penser contre moi-même, et je dirais que si je devais penser contre moi-même, je dirais que sur le fond, je pense que c'est vrai. La question, c'est le frottement intermédiaire, c'est-à-dire cette espèce de ce que j'appelle moi la vallée schumpeterienne, où il faut descendre dans le marécage puis remonter de l'autre côté. Il y a quand même un peu de casse, on le voit au travers du 19e siècle. Il y a eu toute une période, à mon avis, une très mauvaise période pour l'humanité, qui a duré une cinquantaine d'années, notamment en Grande-Bretagne, où il y avait une exploitation des prolétaires qui était effarante. Voilà. Et parce qu'on n'avait pas compris que finalement, avec l'avènement de l'ère de la machine, il fallait créer une nouvelle forme de contrat social. C'était plus autour de l'artisanat, c'était autour de la production de masse, avec des systèmes de distribution qui commençaient à devenir massifs, des outils de déplacement qui étaient également massifs, des outils de séparation des fonctions du travail qui étaient très efficaces, etc. etc. Et donc, on se retrouve un peu dans la même logique. Et moi, je donne un cours actuellement. Donc, le titre du cours, c'est Machine Learning et Environnement, mais le sous-titre, c'est Innovation et Régulation. Parce que je pense qu'on doit inventer une nouvelle forme de régulation qui permet justement d'accompagner ce frottement schumpeterien et de limiter. Si à terme on se dit, ok, les perspectives, c'est des gains de productivité, on va les redistribuer, juste avec l'antitrust, on va s'assurer qu'il y ait de la concurrence saine pour que le prix soit efficace et redistributif. Ben, au-delà de ça, il y a quand même entre les deux pas mal de casse. Il va y avoir des emplois qui vont littéralement disparaître. Il va y avoir des gens qui ne parviendront pas à se former pour préserver l'emploi qu'ils ont actuellement. Je pense que ça serait vraiment malhonnête de prétendre le contraire. Mais la productivité, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose d'abord parce que ça nous évite de nous retrouver comme on était il y a 4 siècles ou 5 siècles, où on avait 50 centimes de revenus par jour et littéralement on devait creuser la terre pour bouffer des racines. C'est une image un peu brutale, mais qui résume ce qu'on peut faire avec 50 centimes par jour. Et puis, c'est aussi un enjeu, à mon avis, qu'il faut avoir à l'esprit. On a un défi à 3 trilliards
de dollars par an à traiter jusqu'à 2050, qui est la transition énergétique. Et sans gain de productivité, ça va être très dur de ne pas se taper dessus. Et donc c'est une chance que l'on a, que ces gains de productivité arrivent au moment où on a ce défi qui nous fait face. Et le tout, ce sera d'éviter que cette productivité soudaine ne soit captée par une forme de consumérisme inutile et soit largement dirigée vers ces enjeux de transition. Alors, c'est la fin du paradoxe de Solow, puisque effectivement, on va retrouver la création de valeur dans la productivité, mais tout l'enjeu du débat politique et du débat social est d'utiliser ce potentiel de créativité et d'intelligence pour le bien commun. Et tu as cité l'enjeu de décarbonation, qui est un enjeu absolument majeur. On a également un autre sujet qui est le vieillissement de la planète. Avec le fait qu'on va se retrouver avec beaucoup de gens âgés qu'il va falloir gérer dans une forme de solidarité nouvelle. Donc cette productivité est absolument nécessaire pour générer et partager de la valeur. Néanmoins, il manque un bout dans notre raisonnement. C'est comment incarner ça dans une nouvelle gouvernance politique. Et est-ce que justement l'Europe que tu fréquentes n'est pas le cadre optimal pour se porter garant de l'équité de ce processus? Je pense que l'Europe a une potentielle importance. On rentrerait dans des considérations géopolitiques qui nécessiteraient un peu de temps pour les développer. L'Europe a des défauts que j'ai pu constater en y travaillant. Néanmoins, je pense qu'effectivement, entre un modèle américain qui fait beaucoup d'externalités quand même assez problématiques, la première d'entre elles étant la mauvaise santé des Américains, fait qu'ils vivent quand même 6 ans de moins que nous, presque 7 d'ailleurs, et pour les hommes c'est encore pire. Bon, c'est quand même un vrai sujet qu'on aborde assez peu. Le modèle chinois, que j'ai pas besoin de décrire pour comprendre qu'il a de nombreux défauts, l'Europe a probablement quelque chose à dire et a commencé à le dire. Maintenant, en termes d'institutions, le choix c'est soit plus d'Europe, soit moins d'Europe, mais l'entre-deux est quand même extrêmement dysfonctionnel. Voilà. Et donc, puis au-delà de ça, je pense qu'avec l'avènement de la technologie, il va falloir qu'on passe, je dirais pas au-delà du droit, mais qu'on commence à envisager à faire des États plateformes. Alors, je sais que ça sonne un peu orwellien. Évidemment, tout le monde s'inquiète du social rating à la chinoise, mais juste à côté de la Chine, d'ailleurs c'est aussi la Chine à mains égards, il y a Taïwan. Taïwan, c'est une démocratie absolument incontestable, et ils ont mis en place des processus technologiques qui sont absolument remarquables. Moi, je le cite comme le proto-État numérique plateforme que j'espère d'une certaine manière, parce qu'il est décidé collectivement par les citoyens, parce qu'il est juste et notamment il est solidaire, il s'attache à faire en sorte que les plus fragiles soient protégés, et en même temps il est d'une grande efficacité et il prend en compte ces nouvelles dimensions, je pense. Je pense qu'Audrey Tang, qui est connue de certains de nos auditeurs, la ministre du numérique de Taïwan, a une vision qui est probablement l'une des visions politiques les plus abouties de ce que pourrait être un numérique démocratique demain. Oui, moi je suis de très près toutes ces transformations parce que je dois dire que je fais partie de ces gens qui ont été déçus par l'Internet des années 90. J'avais mis beaucoup d'espoir sur une régulation par l'espèce humaine, par Homo sapiens, de toutes ces passions. Et on se rend compte qu'en fait, la technologie n'a fait que les amplifier. Donc là, on est dans une nouvelle étape et il faut que les sachants, nous qui avons un petit peu d'avance dans la connaissance de ces transformations, on soit les promoteurs de cette réflexion démocratique, de ces nouvelles idées. Il faut bien considérer que nous sommes dans une étape globale de l'évolution de l'humanité. Je dis souvent qu'on est dans des courbes en crosse de hockey parce qu'en fait, l'humanité contemporaine a commencé au début du XXe siècle et avec une augmentation exponentielle extraordinaire. Quand on parle d'informatique, et on va conclure avec nos amis directeurs des systèmes d'information, on a vécu en 30 ans toutes les innovations, toutes les transformations. On a réussi à les gérer technologiquement
Mais on n'a pas véritablement réussi à transformer les processus, la culture et la connaissance des organisations. Je suis quand même très frappé en tant que consultant de voir qu'on continue à faire des réunions à l'ancienne, qui commencent 30 minutes en retard, et où ceux qui partent rejoignent ceux qui arrivent. Tout ceci est profondément archaïque et crée le sentiment du bullshit job, dont on voit bien qu'il décourage beaucoup de nos jeunes concitoyens. Donc il faut qu'on porte la technologie comme étant un vecteur d'espérance des humains pour créer un monde qui réconcilie efficacité et équité. Et ça, c'est posé nulle part, politiquement. Comment tu vois ça? Écoute, j'aurais pu dire la même chose que toi. Je suis totalement d'accord avec toi. Encore une fois, étant assez optimiste et peut-être même à certains égards un peu utopiste, je pense que on va nécessairement devoir se diriger vers cette vision-là parce que les alternatives sont pas réjouissantes, en fait. Voilà. Ouais. Je pense que l'intelligence artificielle crée ce débat, impose ce débat avec encore plus d'exigence qu'auparavant, parce que il y a une tentation réductionniste, machiniste qui est extrêmement présente et qui nous pousse à réaffirmer finalement notre singularité humaine, quoi. Et au-delà de ça, la nécessité de notre solidarité, parce que effectivement, si finalement on s'en tient à la raison, ou plutôt à la logique froide des algorithmes, on verse très rapidement dans une logique qui est quasiment eugéniste, et qui est, à mon avis, un peu encryptée dans le programme transhumaniste. Donc Complètement. voilà, Il y a une bande de vieux fachos en Californie qui prépare ce monde-là. Hein. Et c'est ce que je raconte dans mon livre, d'ailleurs. C'est que, ouais. en réalité, tous ces mecs super cool qui font des blagues sur Twitter et tout ça sont des réactionnaires très aboutis. Absolument. Libertariens, anti-étatiques. Libertariens réactionnaires, parce qu'il y avait... Ouais. Il y avait, dans les années 60, il y avait un libertarianisme hippie qui était absolument d'une autre nature. Ouais. Est-ce que, pour conclure, tu pourrais donner à nos amis des SI qui vont devoir lundi raconter tout ça à leurs dirigeants, à leurs équipes, quelques guidelines, quelques conseils, par quoi commencer, comment expliquer les choses, parce que on est quand même confronté dans les entreprises à une forme de scepticisme, voire d'agressivité contre l'IA. Donc, si on veut en faire et si on veut transformer à partir de l'entreprise et des collectivités le comportement, il faut commencer par quelque chose. Comment tu vois ça, toi, en tant qu'entrepreneur Alors, je suis au contact de pas mal d'entreprises. Il me semble que ce qui marche le mieux pour convaincre, c'est de faire de l'open innovation. C'est-à-dire de demander à des départements d'identifier des startups sur le thème de l'IA génératif, puisque c'est le thème qui est quand même très récent, et puis d'organiser des workshops et de regarder si ça marche ou pas. Ça, c'est vraiment le pragmatisme de base que je dirais, que je recommande. Après, moi, en ce qui concerne la valorisation des données de l'entreprise, 2-3 observations. La première, c'est que observer des entreprises mettre des montants considérables dans la gestion du legacy. Moi, maintenant, ce que je recommande, c'est de couper le legacy le plus court possible. C'est pas vrai, quoi. Et donc, il faut des données d'apprentissage, mais si c'est à un prix démesuré, il vaut mieux recréer un système d'information qui permet de créer cet apprentissage que de se battre. Je vois les banques, à mon avis, elles consacrent 95% de leur budget à la gestion du legacy et la compliance, et les outils de compliance. Et il reste moins de 5%, enfin, pour les très très grandes banques, à de vraies innovations. Et d'ailleurs, on est tous dans l'une de ces banques, on ne peut pas dire que chaque année, on se dit « Waouh, mon app a totalement changé, c'est révolutionnaire ce que j'ai maintenant ». Ils ont intégré l'intelligence artificielle absolument partout, et donc c'est intuitif, c'est prédictif, etc. C'est tout sauf ça, en réalité. Donc, la recommandation, c'est de couper le plus court possible la gestion du legacy. Moi, je l'ai fait en accompagnant
une entreprise amie, des copains, ça fait 10 ans qu'on discute et ils ont construit un truc qui est tout à fait en dehors. Et puis, un truc que je recommande aussi, c'est pour les DSI d'aller voir leur CEO et de dire, OK, on va poser une vision à 10 ans, et puis on va diviser par 3 pour rentrer dans le temps opérationnel, et on va regarder si ce qu'on fait à l'échelle du temps opérationnel est conforme à cette vision. Et on se rend compte que généralement, ce n'est pas le cas sur au moins 3 points qui sont people, qui on doit avoir dans 10 ans et est-ce qu'on est sur la roadmap pour faire ça. Plateforme, est-ce qu'on a une logique qui permet de vraiment plateformiser, de valoriser la data et est-ce qu'on va y arriver raisonnablement là-dessus. Et puis ton troisième point, c'est gouvernance. Est-ce qu'on passe sur une gouvernance qui est une gouvernance plateforme, plus transversale, et qui évite la siloisation et la présence surnuméraire des BU, quoi. Mais tout à fait. Mais écoutez, je crois, dites-moi s'il nous reste 5 minutes. Voilà. Alors peut-être qu'il y a... Alors juste pour conclure sur cette roadmap que je trouve très, très sensée, il faut montrer, il faut expérimenter tout de suite, et ne faisons pas de POC, hein. Travaillons directement en dur sur la vie de l'entreprise et de ses clients. Et puis, il faut faire de la projection, et une projection qui ne soit pas la reproduction du passé. Il faut se mettre en rupture par rapport à ce qu'on a vécu, et notamment ne pas hésiter à bazarder le vieux legacy qu'on traîne depuis 30 ans, et dont on pleure chaque fois qu'on décommissionne un serveur, mais nom d'un chien, ça n'a pas de raison d'être, tout ça. Ça n'a pas de sens. Il faut vraiment changer. Donc moi, je retiens ce propos et je l'amplifie. Alors, on va laisser la salle réagir. Des questions, oui. Donc, je suis là. Vous n'hésitez pas, on est entre nous. Oui, allez-y. Bonjour. Donc, moi, je m'appelle Simon. Je travaille pour une entreprise pharmaceutique et cosmétique ici à Toulouse, dans la R&D. Donc, le sujet de l'intelligence artificielle, on en parle beaucoup. Et moi, je discute beaucoup avec des cerveaux d'œuvre, j'ai bien aimé l'expression, donc des médecins, des pharmaciens, des cliniciens, etc. Et en termes de réaction, on a soit de l'enthousiasme, soit du déni, ça arrive aussi. Et vous parliez d'agressivité, moi je parlerais de peur. Enfin, les deux sont liés, hein. Généralement on est agressif quand on a peur. Et moi, ma question, c'était comment vous voyez en fait le rôle des ressources humaines, parce qu'on a beaucoup parlé de technologie, mais il y a quand même un challenge énorme au niveau des ressources humaines pour accompagner tout changement-là. Et quelle est votre position à vous deux, effectivement, sur quelle attitude les ressources humaines doivent adapter, en fait, avoir en fait, par rapport à tout ça? Est-ce que Gilles est toujours là? Oui. Voilà. Gilles, est-ce que tu veux réagir sur cet aspect un peu de l'implication des ressources humaines, l'aspect de gestion du changement, d'évolution des compétences? Moi, je mets souvent les ressources humaines en premier dans les enjeux de transformation digitale, parce que certes, c'est de la technologie, mais c'est des gens qui la mettent en œuvre. Les entreprises qui se mettent dans les bras de SN pour la maîtrise d'œuvre, maîtrise d'ouvrage, moi, je suis assez circonspect sur leur capacité réellement à être propriétaires de leur workflow, de leur processus au sens large. Donc, il faut avoir une très grande attention à la qualité des ressources humaines, et il faut que les ressources humaines ne soient plus les ressources humaines des années 90, entre guillemets, qui étaient responsables de la gestion d'une masse salariale et de son évolution financière dans le PNL de l'entreprise. Voilà, une valeur, à mon avis, très importante de l'entreprise, c'est sa marque employeur. Alors vous allez sur Glassdoor, vous regardez ce qu'elle vaut, et vous pouvez vous dire que un point sur Glassdoor, ben, c'est une variable très importante sur la qualité des gens que vous allez recruter. Donc faire en sorte que l'entreprise, évidemment, soit accueillante, mais au-delà de ça, je pense, notamment par rapport aux jeunes générations, l'entreprise ait une mission qui la dépasse, me semble être une nécessité aujourd'hui. C'est-à-dire que je le dis souvent quand je parle avec l'État. En fait, l'État, c'est le bien commun, c'est pas autre chose. On peut le voir comme on veut, mais la réalité, c'est que c'est le bien commun. Et ben, pour autant, est-ce qu'on a envie d'aller travailler dans l'État pour servir le bien commun? Quand on est informaticien, c'est pas toujours comme ça qu'on le perçoit. Et donc, le fait d'avoir une présentation qualitative d'un département informatique, de ce qu'il fait et de pourquoi
il est en train de transformer la société d'une certaine manière. Je pense que c'est quelque chose qui est tout à fait important. Après, il y a des trucs, je pense, qui sont propres au RH, c'est-à-dire la reformation, la GPEC, tout ce qui est formation interne, etc. C'est quelque chose qui s'organise quand même un peu. Dans le numérique, on a beaucoup l'habitude de se former soi-même. Il y a beaucoup de gens qui sont rentrés chez Google ou ailleurs sans avoir de connaissances en intelligence artificielle, et puis en 20 ans, l'entreprise a évolué là-dedans et elle a réussi à reformer des gens. Mais elle l'a fait parce qu'elle avait des modèles de gouvernance, que j'évoquais tout à l'heure, qui sont appropriés. Si vous êtes sur du cycle en V, vous n'arriverez pas à former les gens, parce que tous les gens sont dans une logique taylorisée. Si vous êtes sur de l'agile, vous êtes sur une sorte d'entité qui a une responsabilité, et au sein de cette entité, il y a des gens qui sont plus ou moins forts. Et donc ceux qui sont forts ont, je dirais, un besoin objectif de former les faibles, pour faire en sorte qu'ils réussissent la mission qui leur est donnée. Donc ces notions-là, aujourd'hui, sont difficiles à appréhender pour les gens qui font de la DRH, parce que c'est des notions stratégiques en réalité. Ça se passe au niveau du CEO, au niveau du COMEX, et à ma connaissance, la plupart des DRH ne sont pas au COMEX. Donc ça, c'est des habitudes qu'il faut cranter dans les entreprises et qui sont encore restées sur trop souvent. Et je parle des entreprises du CAC 40, sur des schémas malgré tout un peu vieillissants à cet égard. Très bien, merci Gilles. Est-ce que vous avez une autre question dans la salle? On peut la prendre. Oui, j'arrive. Bonjour, Thierry Denis, DSI de Transition. Quand j'ai commencé, M. Cornu, vous faisiez la une de tous les journaux. Est-ce que vous ne pensez pas, vous parlez, je reprends, de couper le legacy au plus tôt, etc. Mais le legacy, comme l'IA, ne sont que des outils. Et que la vraie révolution dans les entreprises, c'est de casser la DSI, les MOA, les MOE, les business, etc. pour complètement repenser à neuf. Alors, il est beaucoup plus facile de dire que de faire, mais justement avec ces nouveaux concepts, ces nouvelles idées que vont porter l'IA. Je laisse Jean-Pierre répondre, peut-être. Non, mais moi je suis iconoclaste, parce que j'ai commencé ma carrière, effectivement, tu le soulignes, il y a quand même quelques années, en cassant les vieilles organisations. Et quand j'ai introduit le PC, quand j'ai introduit Internet, bon, personne n'en parlait, tout le monde pensait que j'étais raide cinglé. Je me souviens de la voix sur IP, les gens de la téléphonie m'avaient dit « mais c'est pas possible, ça marchera jamais ». Bon, ça, je l'ai entendu, et pourtant dans une boîte chez Renault, où on disait « ça marchera jamais ». Donc, je suis d'accord, il faut casser. Mais néanmoins, cette casse doit être juste. Il ne faut pas en vouloir aux gens, il faut reformer, il faut remettre au goût du jour les compétences, il faut redonner envie à tout le monde, vieux, jeune, il n'y a pas de distinction. Et quand on dit qu'il faut travailler à tous âges, moi j'en suis intimement convaincu et j'essaye de le pratiquer, mais parce que ce n'est pas rentré dans nos mœurs. Et je regrette beaucoup que pendant le débat sur la retraite, on a toujours considéré qu'il fallait s'arrêter de travailler. Pour moi, la réponse est non. On change, on fait différemment, on fait d'autres trucs. Évidemment, je ne monte pas des sacs de ciment de 50 kilos au sommet d'un toit, mais c'est ça l'intelligence collective, c'est ça. C'est ça qu'il faut qu'on réinvente. Sinon, on va crever d'ennui et on va se bouffer entre nous. Merci messieurs, on peut vous applaudir. Merci à vous. Merci Gilles. Merci Gilles. Merci, c'était top. C'était top.